Nous vivons dans un monde que la question effraie et qui s'en détourne. Des civilisations avant nous regardaient la mort en face. Elles dessinaient pour la communauté et pour chacun le chemin du passage. Elles donnaient à l'achèvement de la destinée sa richesse et son sens. Jamais peut-être le rapport à la mort n'a été si pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère. Ils ignorent ce qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. Alors, si j'ai vraiment voulu commencer ce petit exposé par ce texte, c'est que justement, François Mitterrand était quelqu'un qui n'était pas dans le déni de la mort. Et il pensait que le déni de la mort empêchait justement d'avoir vraiment le goût de vivre. Et c'est un point de vue qui finalement n'est pas partagé par la plupart des gens, car nous sommes ici dans un colloque autour de la notion de progrès. Et hier, j'ai entendu que la définition du progrès, c'était aller vers du mieux. Et on peut se poser la question de comment pouvons-nous aller vers du mieux quand nous sommes conscients que nous allons tous mourir un jour, perdre nos proches, et que nous sommes donc conscients de notre mortalité. Comment est-ce possible, effectivement? Alors, beaucoup de gens, effectivement, ne peuvent vivre qu'en mettant la question de la mort de côté. C'est en l'occultant, en la cachant, et notre société est une société du déni de la mort, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs partout dans le monde. En Afrique, en Inde, en Chine aussi, la question de la mort est assez présente. Mais en Occident, voilà, on vit dans le déni de la mort. Et il ne faut pas croire qu'on vit mieux avec le déni de la mort. Ce qui m'a beaucoup intéressée, puisque ça fait des années que je me penche sur cette question et que j'essaie de combattre le déni de la mort dans notre société, c'est que plus on dénie la mort et plus on est angoissé. Je le vois par exemple avec je fréquente beaucoup des personnes très âgées et quand je me promène dans les établissements où il y a, pour la maladie d'Alzheimer, je pose souvent la question aux proches. Est-ce que votre père, votre mère qui est atteint de cette maladie parlait de la mort avant d'être atteint de cette maladie? Est-ce que la mort faisait partie des sujets qu'on pouvait aborder? Évidemment pas de manière, je dirais, pas tous les jours, mais est-ce que la question était écartée ou pas? Presque toujours, mais vraiment, presque toujours, on me dit il écartait la question de la mort. Il ne voulait pas y penser. Or, quand on vieillit, on s'approche de la mort. Et moi, je fais partie des personnes des psychologues, et beaucoup de psychiatres, aussi de psychanalystes sont de mon avis, qui nous émettons une hypothèse qui est que peut-être parce que, justement, on a peur de la mort, on a peur de vieillir, de s'approcher, eh bien, on cherche refuge. Or, la maladie d'Alzheimer, c'est un refuge, c'est une absence au monde. Est-ce que, justement, il n'y aurait pas là une des causes? Bien sûr, il y a certainement de multiples causes, mais vous savez que comme tout, il y a des causes psychologiques et des causes sans doute aussi biologiques. C'est la raison pour laquelle, dans les séminaires que j'anime en ce moment dans ma vie aujourd'hui, sur justement l'aventure de vieillir, avec des personnes qui ont entre 80 et 100 ans, je leur dis « méditez sur votre finitude et c'est comme ça que vous garderez toute votre tête jusqu'au bout. » Songez quelques instants. Ce sont les Amérindiens qui représentent la mort comme un oiseau perché sur l'épaule gauche. Et tous les matins, l'oiseau pose la question « et si c'était pour aujourd'hui ?» Donc c'est vraiment le rappel quotidien. Alors, dans d'autres traditions, la tradition chrétienne, on sait que saint Benoît faisait réciter à ses moines le Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel, non pas pour les déprimer, mais justement pour qu'ils aient un rapport plus juste à la vie. Donc on voit bien que dans toutes les traditions, la mort est là pour rappeler l'importance de la vie. Et c'est pour ça que, moi, ce que je dirais, c'est peut-être un peu schématique comme ça, mais il y a des personnes qui, face à cet insupportable, on ne peut pas aller vers du mieux,
sauf au prix du déni de la mort. Et ces personnes, vous avez aussi des personnes qui pour vivre, ont besoin de se représenter la mort. Il y a toutes sortes de représentations de l'au-delà. Mais vous avez aussi des personnes, et François Mitterrand en faisait partie, qui ont compris cette phrase de Maurice Zindel qui dit ce n'est pas si important de savoir si on vivra après la mort que de savoir si on sera vivant avant. Et aussi cette phrase de Yankelevitch que nous avions évoquée dans les premiers temps de notre rencontre en 1984. Yankelevitch, qui, je ne veux pas l'abîmer, cette phrase, qui nous dit... Attendez, il faut que je la retrouve. Bon. Ah oui, il dit au contraire qu'il faut faire honneur à la plénitude, à l'intensité et à la saveur incomparable de l'en-deçà. Vous voyez, face à la mort, à la limite de la mort, savourer sa vie, la vivre pleinement, intensément, c'est-à-dire vraiment un appel à vivre le présent. Or, François Mitterrand était dans cette configuration-là. Alors évidemment, que chacun redoute. Oui, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que vous parliez d'étapes. Oui. L'approche de la mort, aujourd'hui, est considérée comme un temps pénible, douloureux, qu'il faudrait d'ailleurs abréger. Or, il y a un texte magnifique d'un psychanalyste qui s'appelle Michel de Musan, dans De l'art à la mort. C'est un livre qu'il a écrit il y a très longtemps chez Gallimard. Et il y a un chapitre sur l'expérience de la mort. Et de Musan dit que le temps du mourir est un temps très important. Parce qu'il emploie une métaphore que j'aime beaucoup. Il dit c'est comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est-à-dire que le temps qui précède la mort et où on est conscient que l'on va mourir est un temps où l'on peut au fond accoucher de soi-même, aller au bout de soi, délivrer des paroles qui aident les survivants à vivre, organiser bien sûr sa mort, et nous savons à quel point François Mitterrand l'a fait aussi. Il avait vraiment vécu son temps du mourir. Préparer aussi sa mort, la transmission. Donc, ce temps du mourir est un temps extrêmement important. C'est un temps d'échange, de partage. Et le progrès serait de pouvoir permettre aux gens de vivre ce temps sans souffrir, évidemment, sans être prolongé par toutes sortes de thérapeutiques totalement inutiles et douloureuses, sans être relié à des fils partout, pouvoir vivre ce temps. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on décline, on n'est pas du tout dans le progrès. Dans les hôpitaux, on ne va pas du tout, sauf dans des services qui sont dédiés, où il y a une formation du personnel et où une philosophie aussi. Eh bien, on va plutôt, je dirais, endormir les gens, et puis, quelquefois aussi, écourter leur vie. Ce qui me frappe, par exemple, c'est des personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite et quand on leur demande « c'est quoi pour vous mourir dans la dignité ?» Ces personnes me disent « Madame, je veux mourir dans mon lit. Je veux pas souffrir, évidemment. Ne pas avoir des tuyaux partout, ne pas être prolongé. Je veux qu'on me laisse glisser doucement vers la mort, à mon rythme, qu'on ne me force pas à m'alimenter si je n'ai plus faim. Je veux qu'on m'accompagne, qu'on vienne me toucher, me parler, entendre la vie autour, les enfants qui viennent. Voilà le souhait des personnes âgées. Or, c'est simple, et notre loi le permet, ça. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un approche de la mort, on va prescrire le transfert aux urgences et la personne va mourir seule sur un brancard à l'hôpital. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas, vous avez compris, dans un progrès.
Nous sommes là, bien sûr, le progrès technique, on peut peut-être dire que c'est un progrès technique, mais même pas, je dirais que les traitements de la douleur existent. Ce n'est pas du tout simplement de donner de la morphine, c'est très subtil le traitement de la douleur. Ça demande une vraie connaissance de la personne. Ça demande, donc c'est une vraie science, les soins palliatifs. Et malheureusement, aujourd'hui, on va se contenter de donner de la morphine, d'endormir les patients, et on va considérer que c'est humain. Moi, je ne le pense pas. Ça fait 30 ans que je me bats pour que l'on retrouve une culture de l'accompagnement. Malheureusement, ça ne progresse pas. La culture de l'accompagnement ne peut pas se mettre en place quand on est dans le déni de la mort. Encore une fois, la clé est là. Si on a peur de la mort, d'en parler, si on a peur d'approcher un mourant, comme si on a peur d'attraper la mort, parce qu'il y a ce fantasme aussi d'attraper la mort. Hein, c'est très présent dans les familles. Hein. Dans les familles, on ne veut pas que la personne meure dans son lit parce que, justement, alors on va le transférer à l'hôpital. Or, tout ça, malheureusement, on ne va pas. Il n'y a pas de progrès sur ce plan-là. Je suis même assez pessimiste. Je pense que notre société va vers plutôt l'idée, au fond, de se... Je vais peut-être être un peu brutale, mais finalement de se débarrasser des mourants, et peut-être des très âgés. Et que moi, je pense que si un jour, d'ailleurs, nous légiférons sur le suicide assisté, je pense qu'il y aura une épidémie de suicide dans les EHPAD. Et à juste titre, d'ailleurs, parce que dans les EHPAD, les personnes sont malheureuses, elles vivent des vieillissements tourmentés, parce que cette solidarité, effectivement, n'est plus là. Donc, moi, je ne vois pas de progrès. Vous voyez ces EHPAD plutôt comme des espaces de relégation Vous savez, il y a eu un rapport sur la fin de vie des personnes âgées, et l'Observatoire de la fin de vie a parlé de naufrage social. Un naufrage social. Donc, vraiment, je ne vois pas comment sauf à ce que dans des familles, il y a une conscience, je dirais, il y a encore des familles dans lesquelles il y a une conscience de cette solidarité, et je le vois aussi parce que, par exemple, ce livre, La mort intime, qui est sorti en 1995, qui est en poche maintenant, eh bien, savez-vous que tous les mois, je reçois au moins 3 ou 4 lettres de gens qui le lisent parce qu'on leur a offert, parce que justement une personne est gravement malade, mourante, et que ces personnes m'écrivent en leur disant que ce livre les aide. Et vous savez ce que les gens me disent? Ils me disent: ce livre nous donne la permission de faire ce que nous sentons. Et ça, je trouve que c'est le plus bel hommage, c'est-à-dire que chacun, dans son fort intérieur, sait très bien ce qu'il pourrait faire et ce qu'il devrait faire auprès de quelqu'un que l'on aime et qui termine sa vie. Et que moi, je ne donne pas des leçons, je raconte des histoires qui sont des pistes. Hein. Mais voilà, faire au fond, suivre sa conscience et son sentiment interne de solidarité. Dans l'échec, évidemment. Oui, et c'est vrai parce on meurt mal en France, c'est vrai. Et quand on a été témoin d'agonie douloureuse, effectivement, on ne veut pas avoir à vivre cela, c'est sûr. Mais il y a aussi des personnes je peux vous dire que toutes les personnes qui ont accompagné quelqu'un dans des bonnes conditions sont des personnes qui veulent mourir de la même manière. Ces lieux dans lesquels on peut bien mourir, être bien accompagné, ils existent. Ce sont ces unités de soins palliatifs, bien trop, je dirais, trop peu nombreuses en France, et on n'a jamais politiquement mis, je dirais, une volonté dans le développement. Vous savez que nous avons une loi en 1999 qui donne accès à tous ceux qui en ont besoin aux soins palliatifs. Aujourd'hui, seulement 20% des gens
qui en auraient besoin y ont accès. Donc cette loi n'est pas appliquée. Je suis intervenue l'année dernière auprès d'un établissement Corian, qui est un gros établissement privé de maisons de retraite, où on s'est aperçu qu'il y avait un déni de la mort tel que toutes les personnes âgées se sentent dans une solitude extrême, que les corps, par exemple, disparaissent et que les décès ne sont même pas annoncés. Donc les personnes ont l'impression vraiment que le jour où ça leur arrivera, elles disparaîtront elles aussi. Et nous avons fait pendant 1 an, j'ai fait un travail avec toutes les psychologues de Corian pour essayer de réintroduire justement la notion de la mort comme je dirais, aidant justement à prendre soin. Sophie Broissard, qui est la patronne de Corian, m'a invitée il y a 2 ans à la convention de tous les directeurs d'EHPAD. C'était à Deauville. Elle n'avait pas prévenu les gens. Elle avait dit il y aura une intervention surprise. Et elle m'avait dit, Marie, je veux que vous alliez parler à ces directeurs pendant 20 minutes de la mort. Et là, j'avais 5000 directeurs d'EHPAD entre 35 et 45 ans, tous dans le déni de la mort. Et pendant 20 minutes, je leur ai parlé. Le thème de la convention était prendre soin. J'ai dit, mais comment voulez-vous prendre soin d'une personne très âgée qui pense à sa mort? Parce que comment voulez-vous qu'à 80, 85, 90 ans, on ne pense pas à sa mort? C'est présent dans l'esprit. Et qui se sent dans une solitude extrême parce qu'elle ne peut même pas aborder le sujet. Elle ne peut même pas dire ce qu'elle souhaite, puisque vous prenez la fuite. La première chose pour prendre soin, c'est justement de sortir du déni de la mort. Et je peux vous dire, il n'y avait pas une mouche qui volait. Et elle a eu beaucoup de retours très positifs. Et on progresse là. Alors voilà un exemple où des directeurs ont pris conscience que c'était prendre soin de quelqu'un qui savait qu'il allait mourir, qui quelquefois le souhaite. Et pourquoi pas? On peut comprendre qu'on désire mourir quand on a 95 ans et que ce désir doit être entendu. Ça ne veut pas dire que l'on est à euthanasier quelqu'un. Mais déjà d'entendre ce désir, c'est énorme. Parce que la personne nous dit ce qu'elle... Et souvent, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'elle veut, c'est tout simplement qu'on ne la force pas à s'alimenter. Les gens âgés rêvent de ce que j'ai appelé dans un livre qui s'appelle « Nous voulons tous mourir dans la dignité », l'anorexie finale. Une mort très douce, c'est ça ? Rêvent d'anorexie finale. Ils n'ont plus faim, ils ne veulent pas qu'on les force. Et vous savez qu'une personne très âgée, qui n'a plus faim, qui ne s'alimente plus, elle va glisser très doucement et sans souffrir, je le sais, elle va s'acheminer vers sa mort et s'endormir doucement. Alors, c'est un sujet qu'on avait abordé avec François Mitterrand parce qu'en fait, curieusement, des gens qui ont eu une vie religieuse sont parfois très angoissés devant la mort. Et des personnes qui n'ont pas été du tout religieux, mais qui ont une spiritualité, je fais bien la différence entre religion et spiritualité, sont des personnes qui arrivent sereines. Parce que justement, de toute façon, elles disent c'est un mystère. Alors, ces gens sont agnostiques. Agnostique, ça veut dire François Mitterrand se disait agnostique, qui ne sait pas, on ne sait pas. C'est le mystère. On ne dit pas il n'y a rien, parce que ça c'est une croyance. L'athéisme est en fait une croyance. Mais l'agnosticisme, ne pas savoir, voilà. C'est un mystère. Et des personnes qui se disent, au fond, c'est un mystère. De toute façon, nous n'en saurons rien, mais l'important, effectivement, c'est de se mettre au monde avant de disparaître, pour reprendre l'expression de Demusant, c'est-à-dire de délivrer les dernières paroles et d'aller au bout de soi-même, si c'est possible, si on est effectivement conscient, si on n'est pas assommé par toutes sortes d'anxiolytiques, et qu'on peut effectivement être sujet de sa mort. Vous voyez, être sujet de sa mort, c'est cela.